Alexis Corbière, le grand débat. Ce que vous dites ce matin, alors vous voyez, est-ce que vous dites, voilà, ça a assez duré, on arrête. Est-ce que vous demandez au président de la République de faire des annonces ? Oui, alors bon, je vais être honnête, moi je n'étais pas favorable à ce grand débat. Non pas que je sois contre le débat, ça c'est la bonne intuition, mais la manière dont les choses sont organisées, c'est-à-dire que quand on est républicain, tout de même, si on donne la parole au peuple, c'est au peuple en dernière analyse de trancher, de décider. Et là on avait une méthode qui consistait à dire vous allez discuter, puis un homme qui pour l'instant est le grand absent, après avoir été le grand présent d'ailleurs de beaucoup de choses, c'est le président de la République, avec finalement une infantilisation tout de même, je trouve, du Premier ministre, qui, que ce soit lundi, mardi, il l'a refait ici au Sénat, parle, mais on ne sait pas ce qu'il dit, et en gros, baisser les impôts aussi, ce que l'on retient, non, mais ce que l'on retient, c'est qu'on attend que le président de la République, lui, s'exprime. Alors, qu'est-ce que j'en ai entendu durant la restitution ? C'est que les Français veulent la justice fiscale, justice sociale, mesures écologiques, la démocratie. Moi, je vous le fais gratuit, ça ne coûte pas 12 millions, je vous le dis, c'est ça qu'ils veulent. La question, c'est comment ils le traduisent. Et c'est là que ça va être, on va rentrer un peu dans le dur. J'ai peur que derrière ces effets d'annonce, ce ne soit pas du tout des choses qui sont réellement attendues, qui pourront être efficaces, ou plutôt, quand on écoute ce que dit le Premier ministre, ils veulent profiter de tout cela pour dire finalement ce que nous demandent les Français, c'est de continuer la même politique. Bon, et là, ça va, l'atterrissage risque d'être un peu dur si le gouvernement ne propose rien de concret, qui vraiment met un impôt sur le revenu plus progressif. Moi, c'est ce que je pense. Trop d'impôts sur le revenu reposent sur les classes moyennes. Et, mais vous attendez le président sur ce sujet précis alors ? Je l'attends depuis 2017. Je veux dire, je reste fidèle à mes propositions. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, nous, on proposait 14 tranches d'impôts. Je répète que je pense qu'aujourd'hui, il y en a 5. Trop reposent. Vous craignez des petites mesures, en fait. Et puis, voire même l'inverse. C'est-à-dire, finalement, derrière les faits, il y a trop d'impôts. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, il y a trop d'impôts ? Soyons francs. Je pense qu'il y a des gens qui payent trop d'impôts. Il y a des Français qui n'en payent pas assez. Et derrière le slogan du gouvernement qui consiste à dire on paye trop d'impôts, ensuite, il y a ce qui était d'ailleurs contenu dans la manière dont ils avaient orienté leur questionnaire, c'est il va falloir moins d'État. Et en vérité, ce que nous propose le Premier ministre Emmanuel Macron, c'est de dire, en gros, il faut réduire totalement l'État dans le sens de sa matérialisation concrète, moins de services publics, etc. Et là, je pense que si la lecture politique qu'il tire du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il va y avoir sur le terrain moins de services publics, c'est une folie. Ce que j'ai cru comprendre, mais là encore, franchement, je le dis en toute honnêteté, peut-être que je dis une sottise, parce que c'est confus. Je crois que la semaine prochaine, le président de la République ne va pas encore tout à fait dire des choses concrètes. Il va s'exprimer pour dire quelle est sa conclusion, son analyse personnelle un peu de ce grand débat, pour ensuite progressivement, de manière perlée, faire des... Qu'est-ce que vous lui demandez d'être transparent et clair dès la semaine prochaine ? Puis là, on est clairement après dans une astuce qui vise à occuper l'espace, à saturer l'espace médiatique à la veille des élections européennes. Donc campagne électorale ? Totalement, payée par le contribuable. Franchement, ça, c'est du jamais vu. Jusque-là, il y avait quand même des présidents de la République qui, à la veille d'élections, hormis l'élection présidentielle, étaient plutôt en retrait, n'étaient pas autant acteurs dans une élection, l'élection européenne qui vient. Ce qui montre bien qu'elle a des enjeux nationaux, ce qui montre bien, je profite de l'occasion, on en parlera peut-être, aux gens, je dis, allez voter parce qu'il y a un enjeu national dans cette élection. Faites baisser Macron, on peut le faire par la participation, diluer la politique macronienne dans une participation. Pour l'instant, il y a un effet d'illusion d'optique électorale qui fait qu'en raison de la faible participation, ce bloc macroniste qui se réduit à 10% des gens dans le pays apparaît comme 20%. On peut le mettre plus bas si tout le monde va voter. Donc allez-y parce qu'il veut, lui, en quelque sorte, profiter de cette échéance pour essayer de se remettre sur le cheval, alors qu'en réalité, je crois qu'il est actuellement très minoritaire dans le pays. Vous avez vu l'actualité d'Emmanuel Macron, c'est aussi le Conseil européen sur le Brexit. A priori, donc, on est parti sur une solution, une formule qui irait jusqu'au 31 octobre. C'était pas d'ailleurs ce que voulait le président de la République, qui voulait un délai beaucoup plus court. On a l'impression que c'est quasiment impossible de sortir de l'Europe, en fait. Alors ça, c'est ce que beaucoup veulent annoncer. Moi, déjà, j'aime pas cette propagande, pardon de le dire comme ça, qui consiste à dire c'est le chaos, la Grande-Bretagne est sans dessus-dessous, on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas vrai. Actuellement, en Grande-Bretagne, la situation, les gens travaillent, même le chômage est plus bas qu'en France, etc. Bon, donc on voit bien qu'il y a une volonté. Les entreprises sont très inquiètes, vous le savez. Non, mais il y a parfois une volonté d'exacerber la situation pour dire que franchement, quelle mauvaise décision ont pris nos amis anglais. Il ne fallait surtout pas. D'ailleurs, ils ont été manipulés, c'est bien connu, à l'occasion de je ne sais trop qui serait venu manipuler le vote. Bref, on ne respecte pas la souveraineté des peuples. Moi, donc il faut respecter ça. Il faut trouver un accord. Il faut respecter nos amis anglais. Moi, je suis bien sûr en désaccord avec les orientations de Madame May. C'est surtout eux qui n'arrivent pas, entre eux. Oui, mais parce que l'Union européenne aussi n'est pas aidante. Mais pour aller aussi un peu sur les principes,
Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est Mme Merkel qui semble décider dans cette histoire, notamment de repousser... Ils ont coupé la poire en deux entre l'option allemande, qui était beaucoup plus tardive, et l'option française. Mais enfin, c'est une fois que Mme Merkel a dit qu'elle était favorable à repousser l'échéance, que l'échéance a été repoussée. Et là-dedans, M. Macron apparaît plus comme un passe-plat que vraiment celui qui est à l'initiative. Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron est désavoué? Oui, il est ramené à la place qui est la sienne actuellement et qu'il accepte, et qui me semble regrettable, d'être le numéro 2 au niveau de l'Union européenne et d'être souvent dans le deuxième rideau, je le répète, de ce que fait l'Allemagne, qui a bien souvent une espèce de discours autoritaire qui accompagne l'Union européenne, que je n'aime pas. Je trouve choquant que M. Juncker, vous connaissez la phrase, elle a été dite, ait dit un jour qu'aucune décision démocratique ne peut être prise contre l'Union européenne, qui consiste à dire, en gros, si vous êtes contre l'Union européenne, jamais vous serez entendu. Enfin, ce n'est pas tolérable. Et c'est cette manière autoritaire, liée bien sûr à des politiques libérales, etc., qui amène à ce qu'aujourd'hui l'Europe ne soit plus dans une situation constituante, mais plutôt destituante. Et je veux dire, si les Anglais ont quitté l'Union européenne, observons que c'est la conséquence actuellement de la politique de l'Union européenne et que ça risque de continuer. On a dressé les peuples entre eux, on a créé une entité qui met souvent les peuples en concurrence. C'est ça qui est terrible. Revenons à l'essentiel. On a fait entrer des pays, notamment je pense à nos amis d'Europe de l'Est, en leur disant que leur principale valeur ajoutée allait être qu'ils sont moins disant social, moins disant fiscal. Les délocalisations ont eu lieu au sein de l'Europe. Certaines de nos entreprises ont quitté la France pour aller dans ces pays-là. Bon, et on dresse les peuples les uns contre les autres, alors qu'il faudrait de l'harmonisation fiscale, de l'harmonisation sociale, et ça n'est pas ce que permettent les traités, d'où le fait que j'ai cette singularité, en soutenant la liste de Manon Aubry aux élections européennes, de défendre une liste qui dit clairement il faut désobéir, rompre avec les traités. On a vu que Jean-Luc Mélenchon revenait d'une certaine manière dans l'arène. Est-ce qu'il avait besoin de reprendre part au débat parce que les sondages étaient... Bon, pas si bon que ça pour la France insoumise, c'est ça? Jean-Luc Mélenchon revient dans l'arène pour ça? Ce qu'il y a de terrible, mais Cyril Viguier, je comprends, c'est que ça, c'est l'œil du journaliste. Et c'est pourquoi je l'ai écouté hier soir, j'ai trouvé que il était revenu c'est-à-dire que dans l'arène, c'est le mot. Mais ça m'arrive à une moindre mesure, je ne vais pas me comparer à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que des fois on continue à travailler à l'Assemblée, à faire beaucoup de choses, et puis on vous dit on vous voit moins actuellement. Bon, ben, c'est comme ça. Mais le fait qu'il soit sur scène en meeting là... on l'attendait plutôt en fin de campagne, quoi. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il faut faire campagne. Ça, l'analyse que nous avons tirée quand nous regardons notamment les études d'opinion, mais on le savait, c'est qu'il y a manifestement une abstention qui risque d'être très forte à cette élection européenne. Et là où il y aurait quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'on a bien compris que le gouvernement et M. Macron veut tirer profit de cette abstention parce que ça lui permet, lui qui représente un électorat plus mobilisé, plus urbain, plus intéressé à la chose européenne, plus CSP+, je le dis sans mépris, mais c'est-à-dire qu'il lui va voter et on peut se retrouver dans ce que je décrivais tout à l'heure comme étant cette illusion d'optique électorale où en vérité, alors que 10% des électeurs sont le dernier soutien du président Macron, apparaissent comme ceux qui virent en tête à cette élection le 26 mai, avec un Emmanuel Macron qui dit d'un seul coup, regardez, la preuve que la politique que je mène est bonne, soutenue par les Français, je suis en tête. Bon, ça, ce serait terrible. Donc nous disons, les amis, le 26 mai est un moment de la mobilisation sociale engagée par les Gilets jaunes. Je vais caricaturer ça un peu. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, là, vous en parce que c'est notre émetteur le plus fort. C'est le seul qui est capable de mobiliser. Vous n'êtes pas gentil, là, j'ai 15 meetings que vous ne suivez pas. Non, mais c'est effectivement notre émetteur le plus fort, celui qui aujourd'hui a le rayonnement. Évidemment, il a été 2 fois candidat à l'élection présidentielle, et c'est, comment dirais-je, c'est le moment... la coupe, le championnat a commencé, on fait rentrer sur le terrain nos meilleurs joueurs. C'est un peu normal de ne pas les laisser uniquement pour les 10 dernières minutes. L'anticasseur qui est promulgué ce matin d'ailleurs, vous en pensez quoi? J'en pense du mal. Je suis intervenu avec mes amis à la tribune de l'Assemblée nationale. Notamment, je suis content que cet article, c'était l'article 2 désormais, qui permettait à un préfet, non plus un juge, l'interdiction de manifester ait été considérée comme anticonstitutionnelle, mais c'est une loi de circonstance, anti-gilets jaunes en vérité, qui en plus accompagne une réponse brutale de la part du gouvernement. Je répète quand même, quel que soit ce qu'on pense du mouvement des gilets jaunes, même si on le désapprouve, il y a eu quand même beaucoup de manifestants blessés, c'est du jamais vu, 5 mains arrachées, 22 yeux éborgnés et 2000 personnes hospitalisées, c'est quand même singulier. Sur vos concurrents Jadot, Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce qui vous différencie? Il y a une vraie concurrence entre vous deux, pourtant vous portez des sujets un peu identiques. Je suis, moi, en rupture avec les traités européens, et je pense qu'Yannick Jadot veut faire croire à nos concitoyens que dans le cadre des traités actuels, on peut mener une politique écologique, et moi je dis que ce n'est pas vrai. Voilà, donc je pense, moi je ne suis pas pour faire la liste au Père Noël à l'occasion des élections européennes où d'un seul coup on va promettre beaucoup de choses. Il y a des traités
qui empêchent l'harmonisation fiscale et sociale. Il y a des traités qui mettent en place un libre-échange qui est anti-écologique. Et M. Jadot, le problème, c'est qu'il est favorable à ces traités.